Bienvenue dans un nouvel épisode Les héros de la vente. Dans cet épisode, j'invite Stéphane Betsch d'Aleos pour échanger sur la vente complexe. Avec Stéphane, nous allons aborder les différences entre vente simple et vente complexe, les niveaux d'attente des clients, les 8 dimensions d'une investigation efficace, l'intérêt tactique d'un pré-projet et comment rédiger une offre commerciale vendeuse afin de la soutenir. À la fin de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la vente si vous souhaitez faire de la veille de manière humoristique sur le monde de la vente. Je vous invite aussi à visiter notre site web vive.fr si vous voulez enregistrer vos rendez-vous par visioconférence, vous entraîner et progresser. Et si vous voulez également télécharger notre playbook de vente afin de construire vos différents process et méthodes de vente pour vos équipes. Bon épisode! Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection commerciale qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner un temps précieux à vos commerciaux et d'améliorer la collaboration au sein de vos équipes et donc de réaliser plus de ventes et de développer votre chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Betsch. Stéphane, salut. Salut Alexandre. Alors Stéphane, peux-tu te présenter aux auditeurs ? Écoute, en quelques mots, je suis associé dans une structure qui s'appelle Aleos. Pour essayer de me présenter peut-être un peu de manière décalée, je commencerai par nos convictions. C'est-à-dire que nous, on a une très forte chez Aleos, c'est que le succès est un état d'esprit. Et dans notre vocation notamment, on aide nos clients en stimulant la réussite de leur stratégie commerciale. Ok, très bien. Donc ça tombe bien, on va parler justement de stratégie commerciale et de vente dans ce podcast, comme tu le sais. Oui. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est celui de la vente complexe. Alors c'est un sujet qui va intéresser certains de nos auditeurs qui pratiquent cette vente complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet et aussi qu'est-ce que la vente complexe ? Ok. Alors, écoute, sur les raisons, il y en a au moins 3. Dans notre métier de cabinet de conseil et d'accompagnement, on est finalement dans près de la moitié des cas sur des dossiers de type vente complexe. C'est-à-dire que, et ça me permet aussi de définir ce qu'est la vente complexe, c'est qu'on est en général en compétition sur des projets, et dans ces projets, il y a 2 caractéristiques. Les process de décision sont relativement longs, c'est-à-dire que c'est pas une décision qui se prend en un coup, en un jour. C'est plutôt plusieurs semaines en général. Et à l'intérieur de ce process de décision, il y a plusieurs interlocuteurs. Donc la première raison, c'est ça, c'est qu'on a l'expérience de ce type de situation. La deuxième, c'est que on a beaucoup de clients, nous, qui sont des équipes ou de vente ou d'avant-vente, qui sont dans des entreprises de type industriel ou des intégrateurs informatiques ou des bureaux d'études. Et eux aussi, en fait, sont très fréquemment dans cette configuration. Et donc, on a aussi l'habitude d'accompagner les équipes qui sont sur ce type de contexte, qui sont donc, je le rappelle, des process qui sont longs avec plusieurs interlocuteurs à convaincre. Et puis, le dernier point, c'est pas négligeable puisque on aime bien se faire plaisir, c'est que ce sont des situations longues qui sont très stimulantes intellectuellement. Et donc, ça nous pousse, nous, à faire ce que l'on appelle de la simplexité, c'est-à-dire rendre des choses complexes finalement plus simples. Ok, très bien. Et quelle est la différence que tu fais entre vente simple, vente complexe et principalement la durée, où il y a d'autres choses? Alors, ce sont les 2 critères, c'est-à-dire la durée de prise de décision et surtout le nombre d'interlocuteurs, puisqu'en fait, la décision repose sur plusieurs interlocuteurs qui n'ont pas les mêmes influences dans le processus d'achat. Ouais, ok. Et ces interlocuteurs, donc on imagine c'est plutôt des grands groupes ou pas forcément? Alors, c'est vrai que effectivement, ce sont des process qu'on retrouve plutôt dans des entreprises, on va dire, assez structurées.
mais on n'a pas besoin d'être dans des groupes de 1000 personnes pour cela. On peut très bien avoir sur une PME d'une centaine de personnes des interlocuteurs décideurs qui vont être d'une part peut-être la direction générale, peut-être une direction technique d'un côté, un DAF, un directeur administratif financier qui va avoir son mot à dire, et puis peut-être un responsable d'équipe, par exemple, dans notre métier, qui va être le preneur principal de notre mission d'accompagnement. D'accord, OK. Alors ce que je te propose, c'est de prendre par exemple un commercial, qui vient d'être embauché dans une entreprise et on Oui. va justement lui donner, la charge de vendre quelque chose et il va se retrouver justement dans ces cycles de vente complexes. Quelle est la 1re chose que ce commercial doit comprendre ou en tout cas doit anticiper? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place quand il commence à aborder, ces sujets de vente complexes? Alors, je dirais que le premier conseil, c'est qu'il ne se précipite pas. C'est-à-dire que quand on est dans un processus de vente complexe, on est plutôt en mode marathon plutôt que sprint. Ouais, Et malheureusement, dans la plupart des cas, quand un commercial est consulté sur un projet finalement qui correspond à un projet d'investissement sensible chez un client, très rapidement, on lui demande de faire une proposition. Et les commerciaux qui tombent dans le panneau sont ceux qui envoient une proposition directement. Et du coup, en fait, souvent, ils font le jeu de la concurrence, voire le jeu des acheteurs, et se trouvent en situation de subir la vente plutôt que de tenir et de maîtriser le processus. Donc, je dirais le premier conseil, c'est vraiment la capacité à garder son sang-froid et à impulser son rythme sur la vente du projet sur lequel on travaille. d'accord, OK. Est-ce que tu vois d'autres fondamentaux à adopter dans ce type de vente? Alors, effectivement, il y en a un certain nombre. Alors, tu m'arrêtes si je vais trop loin. Les process de vente complexes, en fait, se font souvent au miroir des process d'investissement chez les clients. C'est-à-dire que la chose à comprendre, c'est l'investissement qu'ils veulent faire, que ce soit un investissement en matière de formation, en matière d'équipement informatique, en matière de projet quel qu'il soit. Finalement, il répond à quelle préoccupation de l'entreprise. Pourquoi est-ce que cette entreprise souhaite développer de nouvelles prestations, souhaite acquérir de nouveaux services ou de nouveaux produits ou équipements, et puis, quels sont les enjeux de cet investissement? Donc la compréhension du processus d'investissement et des différents acteurs qui prennent part à cet investissement chez le client sera une clé importante pour savoir driver, on va dire, le rythme de la vente, en regard de ce fameux processus d'investissement et justement de n'oublier aucun des interlocuteurs. D'accord. Donc quand tu dis, il faut comprendre les processus d'investissement, en gros, il faut comprendre si je reformule, il faut comprendre les Oui, besoins, j'imagine, comme dans toute vente des clients, les niveaux d'attente. Il faut oui, aussi comprendre peut-être le timing du client tout à fait. Le et timing du client et puis comprendre aussi, ce que nous on appelle, les différents niveaux d'achat finalement, puisque ouais, on va avoir trois, en gros, hein, trois niveaux d'achat sur une prestation comme celle-ci. Il y a des gens, et c'est souvent ceux qui nous consultent d'ailleurs, qui sont pour ce que j'appelle des acheteurs de produits. C'est-à-dire que par exemple, ils vont acheter, ils disent j'achète une formation et je cherche une formation sur tel sujet. En fait, pour nous, c'est un acheteur de produits. Et son job d'ailleurs, c'est de comparer une formation X avec une formation Y et de regarder le détail de ce qu'il y a dans ces formations. Euh, Ces personnes-là, en fait, ont une vision du besoin, mais la vision qui est plus importante, c'est la vision de l'acheteur de type solution. L'acheteur de type solution, lui, va se dire, finalement, on a un problème et on a besoin de trouver une solution par rapport à ce problème. Et d'ailleurs, c'est lui qui va mandater l'acheteur produit pour faire le tour du marché. Et le troisième interlocuteur qui est important, c'est l'interlocuteur résultat. C'est souvent d'ailleurs un des dirigeants de l'entreprise qui, lui, en fait, a une problématique soit de développement de chiffre d'affaires, soit d'optimisation de ses marges, soit de contrer une concurrence, et qui, lui, cherche un résultat très précis. Et donc, pour bien cerner tous les contours d'un projet de type vente complexe, il est important de comprendre les préoccupations de ces trois interlocuteurs. L'interlocuteur qui achète un résultat, l'interlocuteur qui achète une solution et l'interlocuteur qui achète un produit. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt, j'allais dire, de ce type de vente complexe. d'accord et donc j'imagine dans une vente complexe, tu vas faire face à plusieurs interlocuteurs Oui, tout à fait. et donc tu peux aussi avoir, ces différents types d'interlocuteurs dans une seule et même vente.
Ah oui, oui, enfin, même dans la même salle à un moment. C'est Ouais, souvent la difficulté, c'est qu'il faut les trouver. ouais, C'est-à-dire que si on se laisse faire et si on subit le processus, on va surtout être drivé par l'interlocuteur produit ouais. qui lui va nous demander des cotations très rapidement. Le problème, c'est si je réponds à une cotation, je vais répondre à une cotation à l'aveugle et finalement, on va comparer assez facilement des lots entre eux. Et or, dans une vente complexe, dans une vente complexe, dans un projet significatif, ce qui est intéressant, c'est la vision du partenaire sur la meilleure manière d'atteindre les objectifs que se fixe l'entreprise cliente. Et donc, la capacité qu'on va avoir à résister à la demande de cotation envoyée en aveugle, à remonter auprès d'autres interlocuteurs, à aller gratter sur pourquoi est-ce que vous voulez ça, finalement, c'est ce qui va faire la différence à un moment parce qu'on aura une offre qui sera peut-être plus pertinente et surtout, en fait, qui ne seront pas comparables aux autres parce qu'on aura compris l'ensemble des contours de la problématique que le client souhaite adresser avec, par exemple, son achat de formation. D'accord, OK. Donc quand tu as un projet, complexe, tu nous as récapitulé ces 3 niveaux d'attente et toi, ton Oui, rôle, ça va être de comprendre ces niveaux d'attente et de bien y répondre, tout à fait. et de comprendre les différentes personnes qui sont dans le cycle de décision. Là, j'imagine, tu utilises des outils peut-être de compréhension des comportements. On a parlé dans ce podcast, du disque, d'autres méthodes de vente? Alors, en fait, nous, on s'appuie sur des documents que l'on a créés, qu'on appelle revue rapide de projet. Ouais, C'est-à-dire que on a un tableau que l'on monte et qu'on adapte d'ailleurs en fonction de nos clients, parce que c'est pas exactement la même chose qu'on va aller vérifier. Et ce qui permet d'avoir cette fameuse simplicité, c'est-à-dire comment j'arrive à lire la façon dont je me promène sur ce dossier, quels sont les voyants qui sont au vert, quels sont les voyants qui sont à l'orange et quels sont les voyants qui sont au rouge. Et ça me donne en fait immédiatement la vision des zones sur lesquelles mes voyants ne sont pas au vert et sur lesquels j'ai besoin d'avancer. Je prends un exemple. Un des items importants et qui est vrai dans n'importe quel type de métier, c'est quel est le déclencheur de la demande. Est-ce que je suis capable de dire quel est le déclencheur de la demande et quels sont les enjeux auxquels la solution une fois en place va répondre. Si je ne sais pas le faire, il est très probable que j'aurai du mal à valoriser le prix que je vais proposer, puisque un prix se fait toujours par rapport à un enjeu. Donc ça, c'est un des outils que l'on met en place, c'est la revue rapide de projet. Et le deuxième, c'est un outil, c'est une grille de lecture des process de décision, dans lequel en fait on met l'ensemble des acteurs qui vont participer à la décision et ouais. en les pondérant d'un certain nombre de points en fonction du type d'influence qu'ils proposent dans la prise de décision, en fonction du poids qu'ils ont dans la décision, de leur niveau d'antagonisme par rapport à nous, on va réussir assez facilement à lire quel est le chemin à suivre si on veut se donner toutes les chances de convaincre l'ensemble des acteurs du process, ou en tout cas les plus importants dans le process de décision. D'accord, OK, et dans cette grille de lecture, tu as combien de critères? Alors, pas mal. Alors, si je prends la grille de lecture d'un process de décision, on va avoir bien sûr la fonction des personnes, on Ouais, va avoir leur type d'influence. Est-ce qu'ils ont, et là dans les types d'influence, on a quatre. Je peux avoir une influence économique, je peux avoir une influence technique, une influence utilisateur, une influence stratégique. D'ailleurs, certains interlocuteurs peuvent avoir sur la tête une ou deux de ces types d'influence. On va avoir le poids que chacun représente dans la décision. Et on va avoir aussi le niveau d'antagonisme qu'on a avec eux. Est-ce que ce sont plutôt des gens qui nous sont favorables et qui affichent le fait qu'ils voudraient travailler avec nous? Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt dans une attitude de neutralité? Ou est-ce que ce sont plutôt des gens qui nous sont hostiles et qu'il va falloir en fait débloquer? Voilà, donc on a ces quelques indicateurs. Et en fait, on a de manière très très visuelle, en fait, on met des croix là où on a perçu, là où était chacun. Et ce qui permet de se dire, bah tiens, si on veut débloquer la situation, il faut peut-être passer par celui-ci parce que cette personne-là nous a plutôt à la bonne. Elle a en plus un pouvoir de décision qui est assez important. Et c'est peut-être sur elle qu'il faut que l'on s'appuie pour réussir soit à neutraliser une personne, soit pourquoi pas en convaincre une qui aurait un point important dans la décision. d'accord. Donc si, les auditeurs, veulent cette grille de lecture, ils peuvent te contacter directement? Ah bah avec plaisir, ouais, on pourra échanger justement sur les actions que l'on met en place là-dessus avec grand plaisir. OK, très bien. Tu m'avais parlé aussi, en préparant l'épisode, de la compréhension d'un projet, comporte, 8 dimensions pour faire une investigation efficace du projet. Tu peux nous expliquer un peu ça, ces 8 dimensions? Bon, alors là, c'est de manière assez classique, c'est que dans un projet, alors de tête, est-ce que je vais te ressortir les huit noirs, parce que ça peut varier d'une entreprise à l'autre, mais la première des choses, c'est finalement l'origine du projet. Je sais quoi, on fonctionne beaucoup avec du mind mapping chez Aleos.
Ouais. Et donc, la première branche du mind mapping, c'est voilà, d'où vient le projet. La deuxième branche, on s'intéresse à l'interlocuteur que l'on a en face de nous. Et on a besoin de mieux comprendre en fait quelle est sa place, parce qu'il y a toujours un premier interlocuteur qui est en lien avec nous. Donc, quelle est sa place dans le projet, quel est son rôle. Voilà, et on a besoin de comprendre ça. L'autre partie, ça va être toutes les notions des attentes déjà exprimées par eux, donc toute la dimension technique des attentes, ce qui avait pu être posé dans un cahier des charges, etc. La quatrième, on va être sur les contraintes. Quelles sont en fait finalement toutes les contraintes qu'ils ont et quels sont aussi, point important, leurs habitudes d'achat et de travail. C'est-à-dire que si c'est la première fois qu'on est consulté par eux, finalement, quand ils bossent avec un prestataire équivalent à nous, une entreprise équivalente à celle qui est consultée, quelles sont leurs habitudes de travail, comment est-ce que les gens aiment travailler, puisqu'on sait bien que il n'y a rien de plus difficile à changer que des habitudes. Et qu'à un moment, on peut très bien avoir une offre qui est meilleure, mais comme cette offre, finalement, elle va être portée par une entreprise avec laquelle on n'a pas l'habitude de travailler, ça peut être un frein à la décision. Derrière, on a bien évidemment aussi besoin de travailler et de questionner sur la concurrence que l'on a en place. Qui d'autre a été consulté? Quelle est la perception de ces autres personnes? Donc, on est à la cinquième branche. On a ensuite une partie où on rentre très très finement dans les différentes caractéristiques de l'environnement dans lequel la solution qui va être achetée par le client va devoir s'intégrer. Et puis, deux derniers points, on va aller avoir une branche, la septième branche, ça va être sur la compréhension du processus de décision. Et la dernière étant en fait l'accès au budget et la manière dont le budget va être débloqué, les éléments de budget. Donc en fait, c'est aussi ce que l'on fait dans nos formations. On crée en fait comme ça des arborescences de questionnement puisqu'on ne croit pas aux questions toutes faites à poser, mais plutôt à savoir que on a 8 zones à aller investiguer et que si on s'autorise déjà à poser toutes les questions, on va comprendre beaucoup plus de choses que les autres. Et puis surtout, c'est aussi ce qui nous permettra de dire ok stop, on arrête de faire des efforts puisque on sait que les projets complexes nécessitent du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, à un moment, il est important de savoir faire un go ou un no-go sur un projet en disant, OK, ce projet-là, finalement, on a très peu de chances de le gagner parce que soit on n'arrive pas à le comprendre, soit on ne veut pas nous livrer les informations dont on a besoin. Et dans ces cas-là, il vaut mieux se retirer du jeu plutôt que de dépenser de l'argent en avant-vente, en, en gaspillant des heures de travail finalement sur un dossier sur lequel on a peu de chances d'aboutir. Ouais. J'ai fait un peu de vente complexe dans mes expériences précédentes. Ce qui n'est jamais évident, c'est de comprendre en fait les processus de décision des clients. Oui. Toi, comment tu fais pour décortiquer, ces processus? En fait, tout simplement en s'intéressant très sincèrement à ce que nous dit la personne et en lui montrant que on va se permettre de poser des questions très indiscrètes pour que l'on puisse lui faire la meilleure offre possible. Je prends un exemple. Très souvent dans notre métier, par exemple, où on a des interlocuteurs qui, pour nous, l'interlocuteur produit, ça va être le responsable de la formation. Il est important que le responsable de la formation comprenne que même s'il a un bon niveau de brief à nous donner, dès qu'on va lui poser des questions sur, par exemple, les attentes du directeur commercial spécifiques par rapport à la formation qu'il est en train d'acheter pour lui, eh bien peut-être que là, le responsable formation va être embêté si ça, en fait, je sais pas, j'ai pas posé la question ou j'en sais rien. Et donc de lui dire, c'est normal en fait, c'est pas votre métier, c'est le nôtre. Et moi en fait, ce que je voudrais faire, c'est soit que je puisse l'appeler de votre part, soit même qu'on l'appelle ensemble, de sorte que je puisse vraiment conforter les premiers niveaux d'information très importants que vous m'avez donnés avec des informations complémentaires que lui seul pourra nous donner. Et bien évidemment, je continue à passer par mon interlocuteur principal. L'idée n'est pas de le court-circuiter, mais c'est tout l'art de lui montrer au plus il va nous donner des informations, au plus on va bien travailler pour lui, et du coup, au plus il va se valoriser aussi en interne. OK, très bien. Donc on a Et compris ouais, pardon, vas-y. si je peux juste rajouter une chose, quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on a un interlocuteur, et d'ailleurs celui que j'appelle l'interlocuteur produit, c'est-à-dire celui qui a la vision de voilà, j'ai besoin d'acheter ça, mais qui ne veut pas parler ou ne sait pas parler du pourquoi ils doivent l'acheter, des enjeux de cet achat, des différentes alternatives qu'ils ont, en général, c'est que c'est pas le bon interlocuteur. Et c'est justement le moyen pour nous de dire, écoutez, malheureusement, si on peut pas aller plus loin, on n'ira pas plus loin. Et on a quand même un point qui nous permet d'avancer, c'est le pré-projet. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à débloquer quelqu'un, finalement, en lui parlant, on lui dit, écoutez, on comprend que vous ne vouliez pas nous dire plus de choses pour l'instant. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais déjà rédiger un pré-projet très synthétique qui va vous montrer qu'on a bien compris les choses.
Et dans ce pré-projet, en fait, on va pointer toutes les informations clés qui nous manquent, qui nous permettraient d'avoir une cotation précise. Et en fait, ça va être la deuxième possibilité pour nous de faire bouger la personne, puisqu'elle va comprendre qu'on veut jouer le jeu, mais que malheureusement, on décidera de ne pas se positionner si on n'a pas les informations, parce que de manière logique, sans ces informations, on ne pourra pas affiner le projet, donc le côté au plus près. OK, très bien. Donc je résume, je suis commercial, j'aborde, des dossiers de vente complexes. Donc je comprends déjà qu'il y a plusieurs niveaux d'attente et plusieurs, types de décideurs que je vais rencontrer. Ensuite, Exactement. Et que je j dois rencontrer. et que je dois rencontrer. Ensuite, je peux avoir une grille de lecture, pour analyser mes dossiers. Tu as notamment parlé des fameuses 8 dimensions que je peux Tout observer. à fait. Mhm. J'ai, effectivement la revue rapide de projet, donc si je comprends bien, c'est un peu de formaliser, les avancées que je vais avoir avec ce projet et de formaliser un peu la timeline, entre moi et Exactement. mon client. Exactement. Voilà. Et qui me permettent d'identifier très précisément les informations clés qui me manquent et de m'interroger sur quelles sont les bonnes actions pour aller chercher ces informations pour avancer positivement sur mon dossier. OK, très bien. Et ensuite, je n'hésite pas à aller chercher des informations qui vont être sensibles dans le processus de décision. Comme ça, je Oui, complètement. comprends, comment le processus de décision, est fait dans l'entreprise. Et là, j'imagine, arrive, le moment où, tu as fait tout ce travail, il va falloir rédiger une offre, pour, soutenir le projet, c'est ça? Alors, exactement, et tu l'as très justement dit, pour soutenir le projet. C'est-à-dire qu'un des autres travers de pas mal de commerciaux que l'on accompagne, c'est qu'ils ont perdu l'habitude de soutenir des offres. C'est-à-dire qu'ils envoient des propositions. Ouais, Or, en fait, une proposition qui est envoyée toute seule ne saura pas répondre aux interrogations légitimes que peut se poser un client à la lecture du projet, c'est le premier point. Et puis, le deuxième inconvénient, quand j'envoie une proposition, c'est que mes interlocuteurs, et peut-être pas tous d'ailleurs, tous ne l'auront peut-être pas lu, et puis surtout, l'interlocuteur qui va lire va se faire une certaine idée du projet, de la manière dont on va l'aborder. Et c'est-à-dire que quand je l'aurai après, quand je le relancerai, que j'en discuterai, je devrais peut-être déconstruire des idées qu'il s'est faites sur mon offre pour en reconstruire d'autres. Donc c'est beaucoup plus difficile. Donc oui, il y a la soutenance qui est importante. Et donc, on parle bien de proposition commerciale et pas de devis. Il y a aussi beaucoup de commerciaux qui confondent en fait un devis détaillé ou un bordereau de prix avec une proposition commerciale. Une proposition commerciale, il y a du rédactionnel. C'est-à-dire ouais, que dans la proposition commerciale, on se doit de ressortir tout ce que l'on a compris de la problématique et des enjeux du client, de faire exprimer les différents points de vue qui ont été interviewés en amont, de positionner d'ailleurs, et c'est là où on fait souvent la différence, la lecture que l'on a eue de leurs problématiques, et c'est là où on va faire des ventes d'idées par exemple, ou des ventes de besoins, pour ensuite présenter un schéma global d'intervention, pour ensuite appuyer sur les différents points forts des caractéristiques de notre proposition, et puis, évidemment, mettre les notions de budget davantage. Donc, il y a en fonction des métiers, une rédaction, dans notre métier, par exemple, chez Aléos, une rédaction de proposition commerciale va prendre entre 5 pages pour les choses très petites, très courtes, mais on n'est pas dans des projets complexes dans ces cas-là, mais on a quand même jusqu'à 5 pages. Et sur des projets plus conséquents, on peut facilement avoir des propositions d'une vingtaine de pages, parce que ben, forcément, quand un client achète pour 150 000 euros de prestations, bah, il est en droit de se poser un certain nombre de questions. Donc, la qualité rédactionnelle de l'œuvre va aussi faire la différence et ça sera un bon support lors de la soutenance. d'accord, donc tu rédiges une proposition, tu l'envoies à ton client en expliquant qu'il va falloir, Ah, décider d'une alors date. non, en fait, je l'envoie pas. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une chose que l'on s'applique à nous-mêmes OK, et que l'on met en avant dans les formations que l'on fait, les coachings. C'est-à-dire qu'en fait, on n'envoie jamais de propositions. OK, On les défend. Et c'est d'ailleurs, on dit souvent, c'est notre religion chez Aléos. Et quand les gens disent, mais attendez, les autres l'ont mieux envoyé, on dit, bah, c'est leur problème. Mais nous, en fait, si on passe du temps euh, avec vous pour rédiger un projet, bah, c'est-à-dire que la moindre chose auquel on a le droit, c'est d'avoir vos retours à chaud et d'avoir un échange autour de celui-là. Donc, si vous voulez pas nous recevoir, ne serait-ce qu'en visio, pour qu'on vous commente notre proposition, à ce moment-là, on la rédigera pas. Et ce qui est d'accord. assez drôle, si tu veux, c'est que il peut y avoir alors déjà quand on le présente dès le début, ça pose jamais de problème finalement. Les gens disent juste ah bah tiens les autres l'ont pas proposé, bon bah tant pis pour eux. Et surtout quand les gens disent bah écoutez c'est pas dans nos habitudes,
On dit, mais alors du coup, on va faire comment? Parce que là, nous, on ne sait pas faire. On ne sait pas envoyer une proposition si on ne la défend pas. Et souvent, la négociation, elle commence à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est là où on fait le fameux pré-projet, où on met un peu de billes pour donner envie à notre interlocuteur ou aux interlocuteurs principaux de dire, OK, ils ont bien compris, finalement, ils vont pas nous faire perdre du temps si on réunit l'ensemble du comité, ou en tout cas les principales personnes. Et donc, ils ont fait l'effort de faire un pré-projet un peu abouti. Du coup, on veut bien prendre le temps de les recevoir. Hein, je me mets volontairement en dehors des appels d'offres publics dans lesquels on sait qu'il faut déjà envoyer les projets avant de les défendre. Hein, c'est autre chose. Mais dans Ouais. l'industrie, à moins que ça n'est pas obligé, donc autant se mettre en situation de gagner. Oui, merci d'avoir fait effectivement le distinguo avec les appels d'offres où là, tu as pas le choix. Ouais. Là, effectivement, on n'a pas le choix. Et pour autant, on a aussi travaillé avec des grosses entreprises sur des appels d'offres. Je pense notamment à des travaux importants sur la création de lignes de métro dans une grande ville française. On avait quand même mis dans la réponse écrite un certain nombre de teasings, parce que notre objectif, du coup, dans la rédaction, c'était d'en donner assez, mais pas tout, pour que les gens aient vraiment envie de nous recevoir dans le tiercé final des gens qui allaient soutenir. Donc il y a toute une dimension tactique en fait qui est très intéressante intellectuellement et qui fait qu'on prend beaucoup de plaisir quand on travaille sur ce type d'offre-là. Voilà, parce que par expérience, en plus, on sait que quand on les fait comme ça, très souvent, on les gagne. Ok, très bien. Donc, en gros, ce que tu préconises pour augmenter les chances de succès, pardon, c'est de préparer ton offre de projet, la rédiger et Oui, exiger en fait de soutenir cette offre-là sur un rendez-vous avec ton prospect. tout à fait. Et d'ailleurs, si tu me permets, on pousse même les choses plus loin, c'est-à-dire que à l'issue du ou des différents rendez-vous d'investigation qu'on a pu faire, Ouais, l'interlocuteur qui est en charge finalement, qui est une sorte de chef de projet autour de l'achat du projet, on va dire bon, écoutez, on a bien compris les différentes problématiques qui ont été exprimées, et on est en mesure de faire une proposition. Donc, est-ce qu'on peut se caler tout de suite la date à laquelle on la soutiendra? ouais, C'est-à-dire que c'est en phase d'investigation sur les projets qu'on cale l'offre, la date de la soutenance d'offre, alors que l'offre, on n'a pas encore commencé à bosser dessus. ok, Et ça aussi, il y a très très peu de commerciaux qui osent le faire. Il y a beaucoup trop de commerciaux finalement qui font ce que leur demandent les clients. Donc venez me voir vite, faites-moi vite une cotation, envoyez-la moi et c'est moi qui vous rappellerai. Bah nous on le fait pas en fait parce que et les clients que l'on conseille ne le font pas non plus parce que les clients que l'on a ne vendent pas des solutions, on va dire euh, pas bas de gamme mais standardisées et pas chères. C'est-à-dire que les commerciaux qui renvoient des propositions, qui font du volume et qui ne les défendent pas, c'est les commerciaux qui sont sur des offres qui sont en général les moins chères du marché et où en fait finalement les clients achètent du prix. Nous en fait nos clients sont pas des entreprises de ce type-là en général, c'est des entreprises qui ont une valeur ajoutée et cette valeur ajoutée elle se valorise et c'est le donnant-donnant. Je veux bien travailler sur votre dossier, on va passer pas mal d'heures en vente, en avant-vente avec des techniciens. Ce que vous nous devez, c'est de nous recevoir pour qu'on la présente, parce qu'on sait que c'est la meilleure manière de pouvoir se comprendre, de se rencontrer et de décider de travailler ensemble. d'accord. Et juste, j'imagine, ça, tu vas me dire, ça dépend du client, mais en général, combien tu fais de rendez-vous d'investigation avant de soutenir l'offre? Alors, dans notre métier, chez Aleos, quand on est sur des projets d'accompagnement ou d'audit organisationnel, par exemple, on est souvent à 3 rendez-vous. Ok, Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je vais parler comme un vieux, mais c'est vrai que quand j'ai commencé dans le métier du commerce, il fallait se déplacer en fait à chaque fois si on voulait rencontrer des gens. Aujourd'hui, avec ouais, la visio, c'est quand même pratique. Et de plus en plus, les premiers échanges se font en visio. Et souvent, le troisième niveau d'investigation, quand on est sur des dossiers un peu costauds, on se déplace parce que là, le fait de rencontrer les gens en physique aide dans le fait de créer des liens, puisque c'est aussi les liens qui vont faire que, à un moment, on va se décider aussi pour les interlocuteurs qu'on a eu en face de nous, et pas seulement sur finalement l'offre technique qui va ressortir de la proposition. ok, très bien. Donc, ensuite, tu passes à cette fameuse étape de soutenance. Oui, tout à fait. Comment tu la prépares, cette étape? La soutenance, en fait, elle va être cadencée tactiquement sur la structure de la proposition. C'est-à-dire Ouais, que encore une fois, l'idée, c'est toujours de garder la main dès le début du rendez-vous et d'expliquer au client, voilà, aujourd'hui, l'objectif du rendez-vous, c'est de vous donner tous les éléments pour prendre votre décision. Et donc, voilà l'agenda que je vous propose de suivre pour cela. On a synthétisé tout ce que vous nous avez dit. On a mis en avant un certain nombre de points sur lesquels on aimerait bien discuter, parce que c'est vraiment nos partis pris par rapport à la proposition. Et en fait, on va vraiment avoir une séquence
dans lequel on va mettre en avant, on va scénariser la façon dont on a compris les choses, la manière dont on a souhaité aborder leur projet, montrer la capacité globale qu'on a eu à les accompagner globalement sur l'ensemble de l'opération, la mission, et puis de donner des éléments très très précis sur des points techniques, par exemple, pendant cette soutenance. Donc on va vraiment se caler sur la structure de l'offre écrite, c'est la raison pour laquelle l'offre écrite est intéressante. Et puis on va sortir aussi des lapins du chapeau de temps en temps. Je pense notamment à un de nos clients qui s'appelle Auremastre et qui est un gros faiseur dans le domaine du transfert industriel. Eux, ce qu'ils font, par exemple, dans les soutenances, ils viennent en disant, voilà, d'ailleurs, si on est amené à bosser ensemble, à un moment, vers la fin du rendez-vous, ils sortent le plan d'intervention qu'ils utilisent en général, le masque des plans d'intervention qu'ils utilisent dans des usines pour être sûr d'être capable de tenir les délais et la qualité des travaux qui sont faits. Et pour eux, en fait, c'est un indicateur important puisque très souvent, les clients dans la soutenance disent, alors ce sont souvent des gros industriels, hein, disent, mais attendez, c'est pas mal, est-ce qu'on pourra avoir ces documents? Et ils disent, oui, bien sûr, dès qu'on aura signé ensemble, bien sûr, vous en bénéficierez puisque ça sera les vôtres. Mais là, pour l'instant, comme on ne travaille pas encore ensemble, vous comprendrez bien que je ne pourrais pas vous les laisser. Donc, en fait, ils s'en servent pour montrer qu'ils ont des vrais outils qui leur permettent d'être professionnels dans leur démarche. Oui. Et en plus, ils s'en servent pour avoir des signaux d'achat de la part de leur interlocuteur. Et nous, on est assez fiers parce qu'on les accompagne depuis très longtemps maintenant. Et aujourd'hui, c'est une des boîtes qui compte en France dans le domaine du transfert industriel. Ils ont d'ailleurs encore racheté une entreprise il y a très peu de temps. D'accord, c'est intéressant parce que cette idée de timeline, de gérer un timing avec son client, de gérer un cycle en fait de vente, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait dans la vente de logiciels SaaS, hein, qui est le fameux Mutual Action Plan ou Mutual Compelling Event. C'est d'avoir vraiment, tu vois, un fichier Excel où en fait tu as les différentes étapes du cycle de vente où l'interlocuteur, ton prospect, peut ajouter, modifier des étapes. Et c'est de comprendre les enjeux de temps, en fait, de ton client et de se mettre d'accord avec lui pour caler la soutenance, caler les entretiens de préparation et ensuite caler la suite si suite il y a. Mais l'idée, effectivement, comme tu l'as dit, c'est de projeter le client dans une collaboration. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir dans ce mutual plan, d'avoir cette timeline, en fait. C'est exactement ça. Et on pense en plus sincèrement chez Alios que c'est aussi ce qui contribue à convaincre les clients, puisque par là, on leur montre à quel point on est intéressé par leur projet. Et on leur dit, de toute façon, si on veut vous accompagner et si on veut se donner une chance de gagner, il va falloir qu'on soit pertinent sur l'offre. Comment voulez-vous que je sois pertinent sur l'offre si on ne se cale pas sur le rythme et si on n'est pas un minimum transparent sur les informations qu'on doit communiquer ensemble? Et c'est vraiment intéressant parce que la plupart des gens le comprennent bien et du coup se disent, bah oui, après tout, oui, pourquoi pas, autant leur donner les moyens de bien faire leur travail. Et puis, encore une fois, ceux qui ne le comprennent pas et qui disent, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait, bah, dans ces cas-là, on gagne du temps parce qu'on va pas perdre du temps à bosser sur un projet qu'on n'a aucune chance de gagner. D'accord. Et donc là, tu as préparé la soutenance, tu fais la soutenance et j'imagine après, s'entame une dernière phase de négociation. Comment tu mènes ces négociations? Quelles sont les bonnes pratiques selon toi pour bien mener ces négociations? Alors déjà, il y a une première bonne pratique, c'est qu'il faut toujours se préparer à négocier lorsqu'on va faire une soutenance d'offres, mais il faut toujours amener les choses en les présentant comme si elles n'étaient pas négociables. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui me fait souvent sourire. Quand on voit une voiture qui est à vendre, il y a un prix et c'est marqué à négocier. Donc la dernière des choses à faire avec un acheteur, c'est lui dire, je te présente un prix, mais si tu veux, il faut qu'on discute, on va en discuter. Donc c'est j'ai préparé ma négociation, mais du coup, j'affiche le fait que le prix que je vous sors, c'est un prix qui est calculé, et en l'état, ça vaut ça. Et donc c'est de résister sur ça déjà dans un premier temps. Et là encore, l'expérience nous montre que dans ces cas-là, on négocie déjà pas très souvent. Parce que si le client a vraiment envie, s'il est vraiment convaincu, et c'est pour ça que la soutenance est importante, c'est qu'on a emmené le client et qu'à un moment, il se dit, mais c'est avec eux, en fait, que finalement ce projet va marcher. Du coup, le client, il a moins envie de négocier. Ça, c'est le premier point, je dirais. Le deuxième point, c'est que la base de la négociation, c'est de comprendre qu'on n'est pas des vendeurs de canapés. C'est-à-dire que quand tu vas acheter un canapé, on pousse la porte du magasin et à peu près 2 minutes après, on a déjà gagné 30% sur le prix du canapé. Et puis, si on discute un peu, on arrive à 50, 60. Bref, on n'est jamais sûr d'avoir fait une bonne affaire.
Là, ici, c'est que si à un moment, il doit y avoir une discussion sur le prix, si on doit s'ajuster sur du prix ou d'autres points, des conditions générales, etc., bah, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des efforts partagés. C'est-à-dire qu'on a tous les deux envie de travailler ensemble. Il semblerait qu'aux conditions qui sont posées actuellement, ça ne puisse pas se faire. Ça peut être une réalité. Qu'est-ce qu'on peut regarder ensemble et qu'est-ce qu'on peut enlever, aménager dans la proposition qui répondent pour qu'elle continue à répondre à vos besoins. Et donc, on va être vraiment dans la pratique du donnant-donnant. C'est-à-dire que l'autre grand principe, c'est qu'on prépare tous ces éléments et ces leviers de négociation. Et surtout, à chaque fois, on se demande qu'est-ce qu'on demandera si on donne quelque chose. Parce qu'il y a un adage très important en vente, c'est que il faut que chaque geste que l'on fait pour le client lui coûte quelque chose. C'est-à-dire que si on ne prévoit pas de demander quelque chose quand on fait une concession, la morale de l'histoire, c'est qu'il suffit de demander pour obtenir. Ouais. Donc, il faut que chaque cadeau, finalement, coûte à un moment au client. Et l'idée, c'est de faire du donnant-donnant parce que la fin du fin, quand même, surtout quand on est sur des métiers comme le tien ou le mien, c'est qu'après, on accompagne le client. On ne lui vend pas des boîtes de petits pois. C'est-à-dire qu'on fasse du transfert industriel, qu'on fasse du conseil environnemental, la mise en place de projets informatiques ou des grands projets de formation. À un moment, on va travailler avec le client. Il est important que le client et le fournisseur aient fait une bonne affaire. Donc la négociation, oui, elle peut être nécessaire parce que ce sont des ajustements, mais ça se fait sur la base d'une relation qui est équilibrée et donc ça se prépare. Ok, très bien. Écoute, Stéphane, on arrive à la trentaine de minutes de l'entretien. On a dépassé un peu. Est-ce D'accord. que tu... Bah, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Je t'avais prévenu, hein. Tout à fait. On a vu l'ensemble du cycle jusqu'à arriver à la négociation. Est-ce que tu as autre chose à apporter aux auditeurs ou selon toi, on a fait un bon et rapide, malgré tout, état des lieux de la vente Ah, complexe? on a balayé pas mal de points. J'espère qu'au niveau radiophonique, du coup, ça va quand même parler parce que c'est plus facile avec des supports, mais c'est tout l'intérêt de Ouais. l'exercice que tu proposes. Non, il y a beaucoup de points qui ont été abordés. Si je rajoutais quelque chose, je pense qu'il y a 2 points qui sont peut-être les plus importants. C'est la curiosité et l'enthousiasme. C'est-à-dire que nous, on forme des personnes sur des techniques de vente, sur tout ce qu'on veut, mais la base de la base, en fait, c'est d'être curieux. C'est-à-dire que si à un moment, ça ne m'intéresse pas sincèrement de savoir pourquoi ces gens-là ont ce projet, pourquoi cette personne-là veut me donner une info, pourquoi elle veut pas me le donner, enfin bref, si ça ne me questionne pas, si ça ne m'intéresse pas fondamentalement, globalement, peut-être que vaudrait mieux que je fasse autre chose comme métier, parce que la curiosité, en fait, on l'a ou on l'a pas. On peut développer les outils pour être curieux plus efficacement, mais en tout cas, cette curiosité, elle doit être en nous. Et l'autre, c'est l'enthousiasme, c'est-à-dire que c'est l'envie qu'on va mettre à gagner, c'est l'envie qu'on va mettre à avancer. C'est aussi l'enthousiasme qu'on va avoir quand on va dire à un client, écoutez, c'est pas grave, on n'arrivera pas à faire ensemble aujourd'hui, c'est pas grave. Nous, on est heureux de vous avoir rencontré. Est-ce que vous avez trouvé notre démarche professionnelle? Bon, bah voilà, bah écoutez, on aura peut-être l'occasion de se recroiser sur un autre projet. En tout cas, j'espère que vous ferez appel à nous. Donc cet enthousiasme-là est très important. Je pense que si on a cette curiosité et cet enthousiasme en tant que commercial, euh, et qu'en plus on a les différents points de technique dont on a pu aborder, notamment dans les process complexes, on fait vraiment la différence. Ok, bah écoute, merci pour nous avoir rappelé ce triptyque, donc curieux, enthousiaste et avoir les fondamentaux de la Ouais, vente. Ça tout à donne fait. un bon commercial de vente complexe, mais aussi de vente courte, hein, parce que tu peux Oui, retrouver tout à ces fait. qualités dans d'autres types de ventes. Écoute, Stéphane, ce que je te propose, c'est de passer aux questions de la fin. D'accord. Donc, comme tous les invités, je vais te demander, est-ce que tu as du contenu à conseiller aux auditeurs sur la vente ou l'entrepreneuriat? Alors, au niveau du contenu, alors j'ai déjà parlé peut-être d'outils, parce Ouais, que on a pas mal de sujets. J'ai parlé du mind mapping tout à l'heure, par exemple, qui est plus voilà, un outil. Les cartes heuristiques, le mind mapping, les cartes mentales, sont des outils, nous, que l'on partage beaucoup avec nos clients, parce que ça permet de clarifier très facilement une situation et d'aller à l'essentiel. Après, sur d'autres outils, là, par exemple, moi j'utilise OneNote, qui est pour moi un très bon outil qui permet d'avoir différents blocs-notes. Voilà, on suit son business en cours, ses actions de coaching, soit administratives, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très structurant et qui facilite vraiment la vie, je trouve, de n'importe quelle personne en termes d'organisation, mais notamment les commerciaux qui ont pas mal de sujets à gérer. Et puis en termes d'organisation personnelle, j'ai lu, mon associé m'avait filé son bouquin sur le bullet journal.
et qui est un outil très intéressant de, comment dirais-je, qui permet de s'organiser et de se programmer le temps nécessaire pour faire les choses dont on a envie. Beaucoup de commerciaux qui ont des envies, mais qui malheureusement les mettent jamais en pratique, mais parce qu'ils ne se calent pas les temps dont ils ont besoin pour, par exemple, préparer la présentation d'une nouvelle offre, d'un nouveau produit, ou même se préparer soi-même. Donc voilà, le bullet journal, pour le coup, c'est à la fois une méthode et un livre que je recommande, la méthode bullet journal, qui moi m'a en tout cas beaucoup aidé, qui a aussi beaucoup aidé mon associée, même si elle est très très bien organisée déjà, sur la façon de se donner les moyens de ses objectifs. Ouais, alors tu as devancé un peu ma question sur les outils. C'est Ah, c'est pas pardon, c'est pas du grave, coup. tu dois avoir l'habitude de mon podcast, tu es trop pressé pour, Ah, eh répondre à ben, ces questions. tu vois, je n'ai pas été configuré en marathon, mais en sprint, excuse-moi, je me remets en marathon. Ouais, mais il y a pas de problème, OK, bullet journal, les applications de notes, le mind mapping, effectivement, c'est des choses, Ouais. très intéressantes. En termes de contenu, est-ce que tu as des livres, des podcasts ou des vidéos, que tu nous conseilles? Alors, podcast, bah, le tien, que je suis, je suis fréquemment. Dans les livres, il y a un livre qui m'a aussi beaucoup intéressé, mais c'était vraiment de l'organisation, c'est le Miracle Morning. J'ai vraiment trouvé Ouais, ce livre très intéressant. Et un autre livre qui s'appelle, tu connais peut-être probablement, qui s'appelle L'effet cumulé, ouais, qui montre en fait, c'est encore une manière de s'organiser, de se fixer des objectifs, des petits objectifs, mais de les travailler régulièrement. Et ce sont deux livres qui m'ont vraiment beaucoup intéressé. Après, il y a un autre livre, alors qui est pas un livre de vente, mais pour autant, je trouve qu'il est très intéressant pour comprendre les autres, pour faire oui, vraiment de l'accompagnement. C'est le livre de Vincent Lénart qui s'appelle Les responsables porteurs de sens. Alors, je sors d'accord. un peu de la sphère du commerce, hein, puisque ça parle pas directement de commerce. Mais si on est en situation de se questionner sur son efficacité, la manière de se développer, et puis le parallèle entre bah, finalement la relation d'aide, parce que Vincent Lénard, c'est la relation d'aide, mais le commercial, finalement, il faut aussi un peu de relation d'aide. Moi, j'ai trouvé des outils très précieux dans le livre de Vincent Lénard que l'on que l'on peut utiliser partiellement, en tout cas dans des situations de vente. Donc, c'est trois livres qui m'ont vraiment bien plu, le Miracle Morning, l'effet cumulé et puis les responsables porteurs de sens. OK, très bien et tout à l'heure, tu nous as parlé de tes outils, digitaux. Est-ce que tu as des routines, pas digitales du coup, qui t'aident à être bien au quotidien? Alors bah, les routines que j'ai, alors ce que j'aime bien faire, moi, je suis plutôt quelqu'un du matin, donc j'aime bien me lever assez tôt en général. Et moi j'ai un truc que j'aime bien faire, c'est je me prends mon un petit expresso avec un peu de cannelle dedans et de la fleur d'oranger. Voilà, OK. j'aime bien démarrer la journée comme ça. C'est d'autant plus important que là j'ai chopé le fameux virus à la mode et que je n'ai plus d'odorant depuis 2 jours, donc je Aïe. me rentraîne beaucoup sur toutes mes épices, comme j'aime beaucoup cuisiner, donc j'ai ça le matin que j'aime bien faire. Et puis, bah, j'ai 50 ans, donc j'ai intégré pas mal le sport dans ma vie et de manière régulière. Et c'est vrai que le fait d'avoir un réveil musculaire le matin de même 10 minutes, un quart d'heure, sans parler de séance de sport, mais vraiment d'un réveil musculaire le matin et puis de faire 3, 4, 5 minutes de respiration contrôlée, c'est quelque chose qui, moi, me fait beaucoup de bien et qui me permet de démarrer mes journées sur un bon pied. D'accord, très bien. Écoute, il nous reste 2 questions pour, finir. Si tu pouvais te donner une compétence aujourd'hui, laquelle tu te donnerais? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, je pense que ça va la faire sourire quand elle entendra l'interview. Euh, alors, il y en a deux. Il y en a une, mais là, pour le coup, je vais vraiment me faire plaisir. Moi, j'aurais adoré être Spider-Man. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'aurais adoré. Je suis fan de ce héros de comics depuis tout petit. Mais bon, si je veux rester dans quelque chose de plus rationnel, c'est une compétence organisationnelle. Tu as noté que je donnais pas mal de bouquins qui traitaient de l'organisation parce que justement, je suis pas naturellement doué pour ça, donc je dois beaucoup travailler sur le sujet. Et si je pouvais avoir le niveau de compétence organisationnelle que mon associé Stéphanie, du coup, je serais vraiment très heureux. Je progresse, mais je boxe encore pas dans sa catégorie, loin de là. D'accord, OK, très bien. L'organisation alors.
Ouais, l'organisation, exactement. Être encore plus organisé, plus efficace finalement comme elle le dit elle-même d'ailleurs, elle est très très organisée et très efficace pour justement avoir plus de temps libre et de faire des choses qui lui plaisent personnellement également. Très bien. Dernière carte blanche du podcast. Tu peux inviter quelqu'un dans le podcast. Tu invites qui? Alors j'invite Tony Gull. J'invite Tony Gull. Alors Tony Gull, c'est un client qui est devenu vraiment un ami en plus. Il est directeur d'affaires dans une société qui s'appelle Efficience. C'est une entreprise c'est du management service provider. Hein, c'est une boîte de prestations informatiques. Et c'est quelqu'un donc qui est en poste de directeur d'affaires, qui est associé en fait dans cette entreprise. Et ce que je trouve, alors on n'a pas du tout le même profil de personnalité en plus. Et ce que j'aime dans sa démarche, c'est qu'il a quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire qu'il a une démarche qui est à la fois très rigoureuse et en même temps, il est très intelligemment transgressif dans ses approches des projets. C'est-à-dire il est tout de suite en décalage par rapport à ce que les autres ont pu proposer. Et il est en décalage et il s'autorise en fait beaucoup de choses dans sa manière d'aborder les situations. Alors, on pourrait dire, ça passe pas forcément toujours avec tout le monde, mais en fait, ça passe quand même très très souvent. Et puis surtout, ça lui permet de gagner des très très beaux projets. Donc j'aime beaucoup cette capacité qu'il a, parce que c'est assez rare que ça soit réuni chez une personne. C'est cette rigueur qu'il a et ce professionnalisme quand il rentre sur un projet, et le fait d'aborder les choses de manière très transgressive, qui lui permet d'ailleurs souvent de sortir son épingle du jeu. Donc c'est vraiment quelqu'un, écoute, c'est l'occasion de le rencontrer, effectivement, c'est vraiment quelqu'un de super. Ok, bah écoute, je n'y manquerai pas. Écoute Stéphane, on arrive à la fin de l'interview. Je t'avais promis 45 minutes d'interview. On est à 44 minutes et 30 secondes, donc c'est bien, on respecte le timing. On est plutôt pas mal. Donc si on veut progresser sur la vente complexe, les auditeurs peuvent te contacter. Et en plus, pour ne rien gâcher, tu utilises Vive, donc c'est parfait. Exactement, oui, tout à fait. On a d'ailleurs ce matin signé un nouveau projet pour la rentrée avec un gros laboratoire d'analyse, avec l'outil Vive. Super, bah écoute, ça fait un très bon cas d'usage. On te contacte comment, Stéphane? Alors, il y a le site internet aleoz, aleoz.fr, où il y a une fiche contact, donc c'est très facile. Et puis, sur le site, on trouvera un numéro de téléphone, et puis sinon mon adresse mail. Mais je pense que le mieux, c'est d'aller sur le site aleoz, aleoz.fr, et puis de nous envoyer un message via la fiche contact, et dans les 24 heures, on se mettra en relation avec les personnes qui souhaitent des renseignements ou juste échanger avec nous. Voilà, donc sur la vente complexe, sur la formation autour de la vente, tu fais même, tu m'as expliqué, quelques séminaires dans la région d'Aix-en-Provence, c'est ça? Oui, on a ouvert en fait des locaux dans les Alpes de Haute-Provence. Alors c'est pour une autre partie de notre activité qui est la performance globale des établissements de santé, qui est plutôt portée par mon associé Stéphanie. Et comme il y a pas mal d'établissements dans le coin et que la région nous plaisait aussi, on a pris des locaux dans une maison, en fait, une vieille maison. Et donc, on est en mesure d'organiser pour nos clients qui souhaitent des petits séminaires, plutôt des séminaires de réflexion, des séminaires de travail pour une dizaine de personnes. Et ça me permet, moi, en plus de me faire plaisir, parce que j'adore cuisiner, je cuisine pas mal. Okay. Et du coup, ça nous permet de recevoir les clients. On a déjà commencé à en recevoir 2 ici. D'une ambiance très conviviale, où on est dans un espace qui est très agréable pour travailler, on sort du cadre finalement, on se met au vert, et puis nous, ça nous permet de gérer un peu le côté déjeuner, dîner, qu'on prépare d'ailleurs avec nos clients, et on crée une ambiance comme ça qui est très différente et qui est très propice à la réflexion de côté. Voilà, c'est en changeant d'environnement qu'on réfléchit différemment. Donc c'est un projet qu'on avait depuis longtemps avec Stéphanie, et puis du coup il a vu le jour là cette année. Et on est très content, ça démarre là. On a déjà reçu 2 de nos clients, puis il y en a d'autres qu'on va recevoir prochainement. Ok, écoute, j'espère que certains auditeurs t'appelleront pour faire un séminaire dans tes locaux. Écoute, okay. Stéphane, merci. Ouais. Merci beaucoup pour ta disponibilité. N'hésitez pas à noter cet épisode 5 sur 5, à vous abonner aux Chroniques de la Vente et à partager l'épisode et le podcast si vous apprenez des choses et si vous pensez qu'il peut intéresser vos contacts. À bientôt, Stéphane. À bientôt, et puis merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour cette interview. Ouais, merci à toi, à bientôt. Au revoir.
Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant 2 ans. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 € sur notre site internet vyfe.fr, vyfe.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VYFE20, donc V majuscule YFE 20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde!